Face à l'info sur la première. Et face à l'info, Eddy, qui nous tourne aujourd'hui soir vers le Rwanda face à la justice pénale internationale, les suites évidemment du génocide. C'est sur tout cela dont vous allez revenir ce soir avec vos invités. Le dossier Rwanda, vous vous en doutez, c'est ce qui concerne à la fois le génocide en lui-même, les événements qui entourent le génocide et puis surtout également la justice à multiples étages qui l'accompagne. Depuis, il y a bien entendu la justice locale, la justice international, un tribunal pénal international pour le Rwanda. Il y a aussi les effets d'enquête sur le moment déclencheur et les responsabilités qui en découlent. Et dans ce dossier-là aussi, beaucoup de zones d'ombre, quid de la collaboration des divers étages de la justice. De tout cela, il va en être question dans cette émission avec deux invités. Maître André Giachoua, expert auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui est venu donner conférence à l'université de Liège. Son livre Rwanda, de la guerre au génocide, en Kinyarwanda, dépasse les 4000 téléchargements sur place, ce qui est littéralement énorme. Avec nous également notre confrère Philippe Brewais, auteur lui chez Racine, coédition Racine RTBF d'ailleurs, de Rwanda 1994, Noirs et Blancs menteurs, préfacé par Louis Michel. Avec eux ce soir, direction Rwanda donc. Merci à tous d'être face à l'info. André Giachoua, merci d'être là. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous faites plus œuvre de mémoire avec ce tribunal que œuvre de justice qui, par ailleurs, pourrait s'être estompée avec le temps ? L'œuvre de justice, à mon avis, demeure essentielle. Ne serait-ce que parce que les crimes dont il s'agit sont imprescriptibles. Bon, maintenant, la vraie question est effectivement la capacité à administrer des preuves 20 ans après, avec des témoins qui disparaissent au fur et à mesure. C'est une question d'âge, mais aussi de fiabilité de la mémoire, de preuves matérielles, de possibilité de corroborer, de vérifier. L'autre élément aussi, c'est véritablement la question de la prise en charge de ces procédures. Il y a à l'échelon national le processus qui était chargé d'assumer ces procès, c'est-à-dire la justice dite sur le champ, gacaca, justice populaire ou communautaire, a déclaré qu'elle avait achevé son travail. Il est un peu surprenant qu'on n'ait pas de bilan, selon les documents. Et encore, la semaine dernière, le ministre de la Justice a parlé de 2 millions de personnes jugées. Bon, mais ça excède les effectifs susceptibles de l'être. D'autres documents parlent d'1,2 million ou d'1,5 million. Enfin, toujours est-il que ça a été un processus massif, lourd, et quand même pour une large part assez expéditif. Mais après, il y a ce qui relève de la justice internationale. Or, le tribunal pénal international achève normalement ses travaux à la fin de l'année 2014. Bon, c'était déjà en 2007, puis en 2010, puis etc. Bon, maintenant on est en 2014, mais on imagine bien que cette fois-ci, c'est pour de bon. La vraie question va être, que vont devenir les autres dossiers ? Alors ça, pour moi, c'est un très gros débat. Après avoir fait quand même avec Alison Desforges la quasi-totalité, ou suivi la quasi-totalité des procès à Arusha, aujourd'hui, moi j'en ai à peu près au moins 30 ou 40 qui sont pendants devant des juridictions nationales. Or, ces juridictions nationales se retrouvent avec des moyens la plupart du temps dérisoires dans des pays qui n'ont pas eu cette expérience comme la Belgique, comme le Canada, c'est-à-dire des pays qui ont investi dès le départ sur ces dossiers. Les moyens humains et les compétences sont à réunir. Le Rwanda a annoncé il y a 2 ou 3 mois qu'il avait à peu près 50 000 mandats d'arrêt pendants susceptibles d'être déposés devant Interpol pour des poursuites internationales dont l'essentiel se situait en Europe et en Amérique du Nord. Et là, honnêtement, on voit très mal aujourd'hui, même comment des justices nationales rodées, qui ont traité déjà un certain nombre, pourraient suivre une telle demande. D'autant plus que la plupart du temps, la loi qui est invoquée est une loi rétroactive sur le génocide de 2004. Donc là, les juges aiment très peu ce genre de démarche. Et le deuxième élément, c'est que beaucoup découvrent qu'il s'agit de faits qui datent d'il y a 1 an ou 2, dont on se demande très souvent quand même d'où ils sortent et pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps. Disons, pour l'instant, on est dans une phase dubitative.
Le coût est prohibitif, soyons clairs, hein. Et même les procédures de transfert qui aujourd'hui sont exigées par le Rwanda comme étant considérées comme automatiques ne peuvent pas l'être faites, d'une part parce que beaucoup sont maintenant des citoyens des pays dans lesquels ils résident, et d'autre part parce que aucun pays ne peut transférer un de ses ressortissants qui a un statut, toujours d'une manière ou d'une autre, sans une procédure. Or, ces procédures sont longues, lentes, et je ne vois pas sincèrement comment on va pouvoir faire face à une telle volonté. Que se passe-t-il aussi du point de vue des lenteurs organisées? Certains voudraient-ils jouer, bien sûr ils sont imprescriptibles, mais jouer les lenteurs de telle sorte qu'il y a un découragement sur le coût des procédures et donc un espoir d'échapper? Rétrospectivement, l'expérience que j'en ai démontre que tous ceux qui ont joué la dissimulation, ont joué les délais, ou qui ont négocié, y compris avec les autorités rwandaises, rétrospectivement ont gagné. Parce qu'on sait très bien que vraisemblablement, il n'y aura plus un processus d'ampleur comme celui qui a été mis en œuvre jusqu'à maintenant. Bon, pour autant, que faut-il faire ? Aujourd'hui, un grand nombre de procès se jouent sur la base de témoignages sur lesquels on ne peut plus véritablement corroborer les faits. Et puisque la Belgique a été le premier pays à refuser de déférer une personnalité majeure au TPIR parce que le mandat d'arrêt correspondait à des faux témoins. C'était en 2001. J'ai été très étonné à cette époque du courage. Le bureau du procureur du TPIR a été convoqué et les preuves ayant été considérées comme non démontrées, finalement, la présidente du tribunal a décidé la libération de cette personne. Mais aujourd'hui, on n'a plus même ces moyens de refaire le terrain. Donc, il y aura nécessairement un moment où il va falloir dire que, sauf évidente absolument flagrante, on ne pourra pas faire autrement. Mais on sait qu'il y a des personnalités déterminantes qui ont échappé absolument à tout, même simplement au fait d'avoir à rendre compte de leur action. Kabuga, par exemple, 20 ans après, est-ce que l'on peut décemment croire qu'on n'ait jamais su où il était ? D'autres membres de sa famille ont été arrêtés. 20 ans après, il est très difficile de croire que le Kenya est un aussi grand pays capable de dissimuler quelqu'un alors que tout le monde dit qu'on en connaît la rue, les immeubles, etc. Mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres des personnalités majeures. Il y a eu un travail d'évitement qui est plus ou moins délibéré, du fait des États, des pays d'accueil, du fait des autorités rwandaises. Bon, je donnerai un exemple simple. Les investigations financières. On a eu à travailler sur ce dossier avec un ciblage très clair, très précis, des données, des chèques, etc. Quand c'était en 2003, ces choses ont été négociées avec les autorités rwandaises et avec les responsables des banques, dont une grande partie avait leur siège ici. Il y a eu un veto de la présidence rwandaise pour ne pas aborder ce sujet, parce que la réconciliation, parce que la reconstruction, parce que, etc. Vu de l'extérieur, ça nous laisse des fois un peu pantois d'avoir des dossiers dont on avait tous les éléments. L'ancien régime ne dissimulait rien. On avait les chèques, les virements, les transferts, etc., y compris ici, et en Europe, etc., et on ne l'a pas fait. Pour faire un premier lien dans un instant avec le livre et l'enquête de Philippe Breweis, est-ce que l'on peut dire qu'il y a risque, dans le droit fil de ce que vous venez de nous exposer, de collusion internationale dans tout ce dossier, au point tel que l'on souhaite peut-être ici, dans certaines capitales, à Kigali, dans des capitales envoisinantes, calmer les jeux, parce que enquêter sur tel ou tel, ce serait mettre au jour des filières, des intérêts, des complicités objectives, politiques, financières, qui toucheraient des personnalités ici, des mouvements ici, des situations politiques ici. Sur le site qui accompagne mon ouvrage, un certain nombre de dossiers sont accompagnés d'éléments d'information sur ce point qui remontent à des filières politiques claires et des couvertures de la part de tel ministère des Affaires étrangères, de la part de délivrance de tel et tel dossier permettant d'accéder au statut de réfugié, etc. Bon, après 1994, il y a eu une volonté déterminée d'un très grand nombre de puissances de passer outre à des événements majeurs qui venaient de se dérouler en étant grosso modo solidaires sur le fait que c'était pas le moment de les aborder. Alors que les preuves pouvaient exister et alors que tout un chacun, avec, je dirais, ses propres services, était quand même bien informé pour savoir. C'est très grave parce que c'est à cause de ce refus de dire qu'on est rentré depuis lors dans ce que j'appellerais très souvent des analyses qui relèvent plus du conspirationnisme que des faits. Et là, je crois que ceux qui ont pris la responsabilité d'étouffer ces dossiers,
et d'étouffer délibérément, sont aujourd'hui responsables pour une large part du maintien des passions rwandaises que personne à l'heure actuelle n'arrive véritablement à contrer et à dépasser. Et ça choque l'expert et le pédagogue que vous êtes. Oui, moi je ne suis pas chargé de rendre justice, je suis simplement au service des juges, je dépose, ils valident ou ils ne valident pas, et je ne suis pas chargé de l'incrimination. Il n'empêche, j'ai quand même bien l'impression que le travail des procureurs a souvent été en deçà de ce qu'ils pouvaient savoir. Avec nous également, je le disais, Philippe Bréauès, notre confrère. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Ce livre, Rwanda 1994, Noir et Blanc, menteur. Des enquêtes, une en particulier qui refait à nouveau beaucoup parler d'elle. On va y venir, celle du juge Bruguière en France. Ce n'est pas la seule d'ailleurs du juge Bruguière qui repose question. Le même juge d'instruction, Marc Trévidic, aujourd'hui doit reprendre quasiment la totalité des dossiers Bruguière. Et dans chacun, il dit découvrir des éléments concrets qui existaient dans le dossier, dont on n'a pas tenu compte et qui ont soit amené à de mauvaises pistes, soit fermé pour non-lieu, et qu'il faut rouvrir 20 ans après. C'est trop tard. Moi, je voudrais d'abord saluer quand même le travail de la justice belge qui a déjà organisé 4 procès. Ce ne fut pas simple au début. Certains juges d'instruction se sont plaints du poids du lobby des organisations catholiques, à la fois dans le fait de transférer des génocidaires en Belgique, de les aider à obtenir la nationalité belge, etc. Cette justice continue son travail, malgré le coût financier qui est énorme. Imaginez les commissions rogatoires. Il y en a encore une qui vient de partir. Elle était au Rwanda, puis elle est allée au Kenya. Ils doivent repartir de nouveau au mois de septembre. Ça, c'est un. Je me souviens du procès de 2 commerçants de la région de Kibungo. Il a fallu ramener plus de 50 témoins, prendre les billets d'avion, les loger, les nourrir pendant une semaine du procès. Donc ça a un coût énorme. On a encore 4 ou 5 procédures qui sont en cours. À l'inverse, la France vient seulement d'envoyer quelqu'un devant la cour d'assises ce mois d'avril-ci. C'est la première personne qui est renvoyée devant une juridiction. Nous sommes 19 ans après les faits. Et manifestement, vous reprenez un certain nombre de pas et de l'enquête peut-être la plus emblématique, évidemment, celle qui concerne cet avion qui se fait abattre, qui ramène le président en exercice, qui commandite, c'est clairement la question, en tout cas, que l'on voudrait connaître, qui tire. Même ça reste empreint de zone d'ombre. C'est il y a moins d'un mois qu'on ressort des documents disant, on a quasiment la certitude maintenant qu'une personnalité française connue, Paul Baril, pour ne pas le citer, se trouve dans le coin. Que faisait-il là? Qui a pu avoir intérêt? Vous parlez d'enquête manipulée, clairement. Il y a dans cette enquête des manipulations à tous les étages. Au départ, plutôt, le juge Bruguière décide a priori que c'est le FPR qui est responsable de cet attentat. Ça n'est tout de même pas rien. Si c'est le FPR qui a fait ça, sachant quelles étaient les conditions dans lesquelles cet attentat s'est produit, ils ont décidé non seulement de sacrifier les Tutsis de l'intérieur, leur propre peuple, mais aussi leur propre famille. Parce que beaucoup de membres du FPR ou de sa branche armée, l'APR, continuaient à résider au Rwanda. Oui, et puis si c'était le cas, nous serions tout simplement aujourd'hui devant, au minimum, ce qu'on appellerait un État voyou, c'est-à-dire, puisque très clairement, c'est quand même le patron de l'époque qui est le président actuel, et nous nous trouverions donc avec un État susceptible d'organiser une justice de réconciliation dont nous allons reparler, qui serait lui-même à l'origine d'un acte pour le moins belliqueux. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, moi, mon enquête m'amène à montrer, mais dans de multiples exemples, qu'il y a eu à la fois des problèmes politiques, mais aussi des problèmes carrément de manipulation de l'information ou d'informations que certaines personnes ont transmises. Je pense entre autres ici à mon voisin, Monsieur Guichawa, qui était en contact avec Augustin Siza. Il a transmis ces documents qu'aurait eu M. Siza en 2003 à la justice française. Et puis, on s'aperçoit lors d'un interrogatoire de M. Guichawa par le juge Trévidic que ces documents ne sont pas dans l'enquête. Alors, il faut se poser la question, pourquoi ces documents, qui sont effectivement transmis depuis l'ambassade de France à Kigali en 2003, ne se retrouvent pas dans l'enquête lorsqu'on regarde ces choses en 2010 ? Réponse ? La réponse est assez simple.
ce que prétend M. Cisa met en cause le reste de l'histoire donnée par le juge Bruguière dans son ordonnance de 2006. Les noms sont pas les mêmes, les grades sont pas les mêmes. Donc, quelque part, cet élément gênait dans le scénario qui avait été établi. Et des exemples pareils, il y en a, mais des milliers, quoi. Ouais, André Guécharois, est-ce que cela signifie que le travail sur place, Gachacha, le travail des cours d'assises, le travail du TPR, lui, c'est accompli, avec toutes les réserves que l'on peut évoquer et que vous avez évoquées tout à l'heure, mais que l'enquête internationale sur la responsabilité, nous ne l'aurons jamais? Parce que si l'on fait disparaître les pièces qui infirment, évidemment, la thèse elle-même ou la poursuite des pistes judiciaires, on est mal. C'est pas la première fois, cela dit. Oui, alors je voudrais juste dire, d'abord pour commencer, que ce n'est pas en 2003, c'est en 2002. Deuxièmement, si le document vient de l'ambassade de France, il ne vient pas de moi. Bon, mais ça, c'est un autre élément. Il y a des éléments qu'on n'aura jamais. Enfin, je pense que un juge peut reconstruire, reprendre, remettre en place, redémarrer des enquêtes. C'est ce que Trévidic essaye de faire pour l'instant. C'est ce qu'il essaye de faire, effectivement. Et il n'y a aucune raison de douter qu'il le fasse avec intérêt et motivation, comme il l'a fait sur les autres dossiers. Moi, c'est simplement le seul élément que je dirais sur son avancée, c'est que effectivement, aujourd'hui, 20 ans après, comment va-t-il être possible de conclure ? Quels sont les éléments clés qui vont en ressortir ? Bon, l'attentat, des enquêtes scientifiques ont été faites. Que diront-elles des auteurs ? Bon, et là, les scénarios resteront peut-être pour beaucoup, non pas du ressort de la vérité, mais du ressort de la justice. C'est-à-dire que ce qui est vraisemblable, à mon avis, c'est qu'un juge, s'il s'en tient à, je dirais, son travail de juge, c'est de conclure s'il peut ou s'il ne peut pas dire. Quand après il prend une décision, il tient compte justement de ces incertitudes et cette décision doit bénéficier aux accusés. Et ça, c'est dans tous les cas. Si je reprends sur Arusha, les gens qui ont été acquittés, on peut penser, pour certains, excusez-moi de dire ça comme ça, que c'est simplement parce que les preuves n'ont pas été réunies pour avoir un dossier plus étayé. Ou des vices de procédure, ou toute autre modalité. Ça, si vous voulez, c'est la procédure judiciaire qui est en cause. Donc la décision d'un juge comme celle du juge Trévidic qui viendra, faudra effectivement voir ce qui repose sur des données factuelles qu'il considère comme avérées, et toujours respectables, et après, ce qui devra être décidé en fonction des incertitudes inhérentes à ce dossier. Oui, mais ça veut quand même dire, Philippe Breuès, que la qualité aussi de l'entrain entre pays au cœur de l'Union européenne, Belgique-France par exemple, sur un dossier qui nous a mêlés de près tous les deux pays. Et rappelons aussi l'opération turquoise, menée sous présidence mitterrandienne, Premier ministre de droite Édouard Balladur à l'époque. On se retrouve quand même avec un paysage politique français qui semble, lui, cultiver une forme d'opacité et un paysage belge qui essayait de faire plus la lumière. Si je vous suis bien, ne fût-ce qu'en termes d'affaires, en termes d'investissement réciproque, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement concret, précis, net, sur la collaboration entre la justice belge et la justice française dans cette affaire. Je vais même vous donner 2 exemples. Le premier, c'est une commission rogatoire du juge Bruguière qui arrive à Bruxelles au mois de décembre 2000. Il y a déjà plus d'1 an et demi qu'il a entamé son enquête. Or, vos auditeurs doivent savoir qu'à ce moment-là, la seule juridiction qui ait travaillé sur l'attentat, c'est la juridiction belge. Pour quelle raison ? Parce que les 10 paras qui ont été tués le 7 au matin étaient accusés soit d'avoir été chercher les missiles, de les avoir transmis au FPR, soit d'avoir tiré ces missiles pour le compte du FPR. Donc la justice belge avait toutes les raisons d'enquêter sur ce dossier. Le juge Bruguière attend presque 2 ans avant de demander à la justice belge si elle n'aurait pas éventuellement l'un ou l'autre élément. En mars 2001, donc la justice va assez vite, elle a recueilli, le juge Damien van der Merch, pour ne pas le citer, a recueilli 3 cartons qui font à peu près entre 50 et 60 cm d'épaisseur de pièces. Ces pièces n'ont été utilisées
par le juge Bruguière que dans 1 ou 2 cas rarissimes qui confortaient ses a priori et sa thèse qu'il avait définie dès le départ de son enquête en 1998. Tout le reste est passé à la trappe. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément que je peux vous donner, il y a eu à un moment donné, puisque ces enquêtes partaient un peu dans tous les sens, il y a eu à un moment donné une convocation par Carla Del Ponte, qui était encore à l'époque procureur du TPIR, une convocation à La Haye, en disant, mon staff là, on va définir le boulot qu'on fait, le staff de Bruguière, on va définir le boulot qu'on fait, qui font, et les Belges, on va définir aussi leur boulot. Jean-Louis Bruguière a refusé de se rendre à cette réunion de coordination des travaux. Et plusieurs participants à cette réunion m'ont dit qu'ils avaient franchement le sentiment que Bruguière ne voulait absolument pas avoir les Belges dans les pieds dans cette enquête. Oui, pour paraphraser dès lors, parce qu'on approche pratiquement déjà de la fin de cette émission, mais pour paraphraser le titre du livre de Philippe Bréouès, André Guichaoua, est-ce qu'il faut donc définitivement imaginer que la vérité ultime, on verra bien si l'histoire la traduit, mais que la vérité et réconciliation, qui était un peu le processus à l'œuvre sur place au Rwanda, lui, pour le coup, c'est plus ou moins bien accompli, et que l'histoire devra se satisfaire de ça? Nous n'aurons jamais le fin mot, et il faudra admettre que, pour vous paraphraser des salauds continueront à courir la tête haute. Bon, il y a deux choses. Il y a eu le processus de justice nationale, et là, ça relève d'un processus vérité qui a été mené d'une manière extrêmement active. Quand on dit qu'1,5 million, mettons, puisque c'est la moitié de la fourchette, la moitié de la fourchette, ont été poursuivis, on est sur un processus vérité bien atypique, où il n'était pas possible de juger les crimes commis éventuellement par d'autres catégories de population, et notamment l'armée vainqueur. Donc le volet réconciliation, pour l'instant, personne ne sait très bien où il en est. Mais le volet justice est passé et a priori clos. Ce qui pose problème, à mon avis, ce sont, je dirais, les vérités qui sont aujourd'hui encore perçues comme dissimulées par des grands. Dissimulés par des grands, c'est-à-dire des Rwandais, des personnalités rwandaises qui n'ont pas eu à rendre compte de leur comportement et de leurs décisions au quotidien pendant cette période. Et d'autre part, il y a des pays qui ont totalement échappé. Je prends dans la région, l'Ouganda n'a jamais été questionné. La Grande-Bretagne n'est jamais rentré dans le jeu. Les États-Unis ne sont jamais rentrés dans le jeu. Or, ces gens-là étaient quand même bien placés. Avant, pendant et après. Là, on n'a pas eu de véritable demande les concernant. Alors, je ne dis pas qu'on découvrirait des scoops fondamentalement inédits, mais je crois quand même que le travail de vérité a été mené de manière extrêmement inégale selon les pays. Oui, votre livre, je le disais quand même en sommaire, on terminera par là, Rwanda, de la guerre au génocide. En Kinyarwanda, 4000 téléchargements sur place, ça veut quand même dire que l'approche que vous avez, les doutes que vous avez pénètrent quand même, ou viennent conforter sans doute certains états d'esprit. Bon, moi je vais dire les choses très clairement, je n'y croyais pas. Ce site a été l'objet d'un débat avec des éditeurs jusqu'à ce qu'un accepte de le faire, mais sans y croire. Bon, en ce qui concerne les 5000 pages de documents, on a dépassé les 100 000 en 2 ans. Pourtant, c'est pas facile à lire. C'est même, je dirais, une littérature plutôt indigeste. Les téléchargements Kinyarwanda, ça a été un travail, de plus d'1 année de traduction. Et moi, ce que cela me prouve, c'est qu'il y a un appétit de savoir qui est invraisemblable. Et on dira ce que l'on voudra sur les libertés qui règnent ou qui règnent pas au Rwanda. Il n'empêche que si les gens téléchargent, et si autant de gens, si on a dépassé 100 000 téléchargements, y compris sur la partie française, française ou anglaise, les documents, c'est que les gens veulent avoir des éléments de preuve qu'ils apprécient eux-mêmes. Ils n'ont aucune raison de me croire. Et les 5000 pages, c'est fait pour débattre. On peut en rajouter d'autres, il y en a d'autres qui viendront au fur et à mesure, mais je pense que ce type de démarche, finalement, j'ai été le premier à être surpris.
Voilà. Ouais, surprenant, Philippe Brewès, cette volonté, cette quasi-certitude qu'on peut en déduire que les gens ne se satisfont pas du tout des théories officielles et qu'ils en attendent encore simplement de la lecture des pièces de pouvoir s'en faire leur propre idée. Tout à fait. Et je veux dire, c'est vraiment impressionnant aussi de voir qu'au Rwanda, dont on peut critiquer un certain nombre d'aspects du régime, mais cette volonté de savoir, et entre autres parce que c'est un des pays qui, dans son redressement, parce que c'était quand même un pays qui était complètement par terre il y a 19 ans, ça reste un des pays les plus pauvres de la planète, c'est un des pays d'Afrique subsaharienne qui est le plus branché au niveau Internet, quoi, et sur lesquels on n'est pas dans la situation chinoise. On pourrait très bien couper le robinet du site de M. Gichawa ou de son bouquin. Voilà, quoi. Donc ça tourne. Et effectivement, les gens ont un besoin de mémoire parce que la gestion de ce pays, c'est quand même pas simple. Les bourreaux et les victimes vivent sur les mêmes collines. Un aspect que M. Gichawa n'a pas abordé, par exemple, sur les Gacaca, ça a eu pour conséquence que des gens ont fait des aveux pour avoir des diminutions de peine, etc. Mais on a aussi, en même temps, à la même période, je m'en souviens parce que j'étais passé 3 semaines près de Kibungo dans ce procès que j'évoquais il y a quelques instants, on tuait encore régulièrement des témoins. Donc le feu est toujours là, il est sous la cendre. Messieurs, merci de nous avoir donné quelques éléments d'approche. On renvoie toutes celles et ceux aussi qui nous ont écoutés à ce site, à ce site web. Il n'y a pas de raison de ne pas le retrouver, André Gichawa, ou votre livre Rwanda, la guerre au génocide, le dossier, qu'ils le lisent, qu'ils s'en fassent peut-être aussi, leur propre interprétation ou leurs propres questions en tout cas. Et puis également à votre livre, Philippe Brewès, Rwanda 1994, Noirs et Blancs menteurs. C'est donc une coédition Racine RTBF. Merci d'avoir été